Bien. Bonsoir à tous, à toutes, pour votre présence. Messieurs, dames, bonsoir. Voilà, je déclare la séance ouverte et je vais désigner comme secrétaire de séance Alain Bouscard, qui va faire l'appel des élus. Bonsoir. Dominique Gantier. Présente. Claude Delval. Présent. Nathalie Bourbonne. Présente. Laurent Deplos. Excusez, représentant. Absent représenté par moi-même. Merci. Anne Mazurel. Hervé Viplier. Présent. Marie-Laure Allossery. Présente. Lionel Prats. Présent. Delphine Muscat présente. Christian Gantier. Présent. Gisèle Fromentel. Présente. Francis Lefebvre. Présent. Manon Lenain. Présente. Patricia Van Rynberg. Présente. Vendrièche Patrick. Présent. Elvise Voyer. Présente. Jean Crespel. Représenté. Claire Delory. Philippe Six. Présent. Sébastien Boquillon. Présent. Merci. Michel Nombert. Présent. Valentin Dutoit. Nicolas Marchand. Présent. Merci. Bien, on va donc démarrer par les communications. Je vais laisser Monsieur Prats prendre la parole. Alors, bonsoir à toutes et tous, chers collègues. Je vous informe que les débats du conseil municipal seront désormais retransmis sur Internet en léger différé sous 48 heures environ. Cette communication s'inscrit dans le cadre légal de principe de publicité des séances du conseil municipal, article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales, nous permettant d'enregistrer et diffuser sur Internet les débats du conseil municipal. L'accord des élus n'est pas nécessaire quand ils s'expriment dans l'exercice de leur mandat. En revanche, dans le respect du règlement général de protection des données, les membres du public ainsi que Madame la DGS ne peuvent être filmés sans leur consentement. Par souci de simplification, nous veillerons donc à ce que seules les personnes publiques soient filmées. Voici également quelques recommandations. Pour une parfaite compréhension des propos de chacun, il est important d'utiliser l'un des micros mis à disposition à chacune de vos interventions. Aucune donnée personnelle ne doit être communiquée, par exemple le nom ou l'adresse d'un habitant. Restez courtois et toujours conscient que vos propos sont publics et pourraient être relayés plus facilement. D'ailleurs, les réutilisations d'extraits vidéo, même si elles ne sont pas interdites, devront être accompagnées d'une mention explicite. Par exemple, il faudra que ça soit mentionné de la sorte, extrait du conseil municipal de la commune d'Ouplein-en-Coine, en date donc la date du conseil, dont l'intégralité est disponible sur www.ouplein-encoine.fr. Je vous remercie. Bien, je passe maintenant la parole à Monsieur Delval. Donc, ce sujet de l'aéroport de l'Équin, suite au projet d'extension de modernisation de l'aéroport, les communes se sont prononcées sur ce projet, qui est quasiment à l'unanimité contre. Donc derrière se crée un collectif parce que c'était validé par préfet. Se crée un collectif au sein des élus concernés, des communes concernées, du CIVOB, des riverains,
et donc les associations qui la représentent. On a eu une réunion le 22 septembre dernier à Bouvines. C'est Alain Bernard, le maire de Bouvines, qui a été à l'origine de cette réunion, afin de se mettre d'accord sur la façon d'actionner nos revendications au niveau de ne pas permettre l'extension de cet aéroport, et aussi d'avoir un couvre-feu qui permette aussi d'avoir une meilleure qualité de vie, santé et de l'environnement. Donc, de cette réunion, il y a un collectif qui va se créer. Un courrier va être envoyé à la Première ministre ainsi qu'à la région, qui est responsable à 3/4 du projet, et de mutualiser les recours en justice entre habitants et élus. Il faut savoir aussi que la mairie, c'était dans la presse, il me semble, que la mairie de Fretin et de Méquin ont refusé le permis de construire. Donc derrière, il y a des recours, il y a des actions en justice, et on va être derrière eux pour appuyer ces recours. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que depuis 2 ans, au début de notre mandat, on a l'habitude, on a reçu plusieurs fois des associations qui défendent, contre ce projet, et afin de connaître un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, parce que c'était pas évident de s'y retrouver. Donc, on n'est peut-être pas trop visible pour dire qu'on est contre ce projet, c'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus de publicité, ça ne s'étale pas dans la presse, on devrait peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on fait des actions pour éviter cette extension et avoir ce couvre-feu. Voilà. Bien, maintenant je vais passer la parole à Monsieur Plié. Bonsoir messieurs, dames. Voilà, moi ce que je voulais rapporter, c'est qu'on a, suite à une réunion de cette semaine, on a décidé, que ce soit avec le groupe de M. Crespel et le groupe de M. Bouquillon, d'éteindre l'éclairage public la nuit, c'est-à-dire entre 23h le soir, bien évidemment, et 6h le matin. Voilà, ceci dans un souci d'économie, ce qui fera que on va gagner grosso modo entre 70 et 80% d'énergie. Je n'ai pas dit qu'on allait gagner 70 ou 80% d'argent, mais au moins d'énergie. Parce que, bon, tout le monde le sait, les kilowatts d'électricité vont augmenter énormément au mois de janvier, donc ça fera que on va au moins essayer de compenser ce qu'on va devoir payer en plus au niveau de l'unité produit par rapport à notre électricité qui est surtout l'éclairage public, puisque c'est quand même, on a encore dans le village une dizaine de rues qui sont très énergivores. Le reste a été passé en l'air, je pense que ça tout le monde l'a vu, avec déjà des restrictions au départ à l'allumage et surtout à l'extinction également. Mais bon, disons que la nuit, nous avons en même temps réfléchi sur le fait que, en fin de compte, on n'éclairait personne, puisque bon, dans la nuit, il n'y a pas vraiment le besoin d'éclairer le village. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Alors très prochainement, parce que bon, on avait pensé au départ de faire ça au changement d'heure, enfin le week-end du changement d'heure, mais d'après notre prestataire d'éclairage public, qui est la société SEV, il sera certainement possible de couper cet éclairage avant, c'est-à-dire milieu de mois. Mais pour ça, bien évidemment, tous les riverains seront prévenus individuellement par flyer qui sera distribué à tout le monde. Voilà. Profiter aussi également de parler M. Duplier au niveau de ce qu'on a mis en place sur le chauffage dans la commune. C'est vrai qu'également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour éviter de surchauffer tout ce qui est bâtiment public dans notre village, les écoles, la mairie, la salle des fêtes, etc., on a mis en sortie de chaudière dans tous les bâtiments un thermostat qui va réguler le chauffage, mais réguler le chauffage en sortie de chaudière, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait mis des vannes thermostatiques dans les écoles, à la mairie, partout. En fait, les personnes qui utilisent les divers bâtiments de la commune montent le chauffage quand ils sont là, donc il fait quand même, parfois on arrive à des températures
température de 24-25 degrés dans les pièces, qui à mon avis est exagéré, mais bon, voilà, c'est ainsi. Donc, comme on va diminuer le chauffage en sortie de chaudière, ça permettra de ne plus avoir ces abus et surtout ces consommations excessives. Ça c'est déjà efficace aujourd'hui, sauf qu'on n'a peut-être pas encore mis le chauffage dans tous les bâtiments, mais dès que ça sera fait, ça sera ainsi que ça fonctionnera. Bien, oui. Peut-être faire un petit rappel pour fermer les fenêtres. Bon, non. Pour le soir, Oui, mais On en par- reparlera tout à l'heure dans les D'accord. questions diverses. C'est tout. Oui, Ok. c'est prévu. Ça marche. Voilà. Bon, donc maintenant, deux, trois choses encore à rappel. Concernant les commissions, quand vous avez des commissions, il n'y a pas besoin de donner procuration à qui que ce soit. La commission n'a pas un pouvoir de décision, elle ne donne pas un vote, donc ça n'a aucune nécessité. Que vous ne fassiez pas à qui que ce soit de quelqu'un dans votre liste de demande, oui, mais la procuration, on l'apprend pas, elle ne sert pas, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière. Bon, ensuite, autre chose, l'encart politique, un petit rappel, il est envoyé systématiquement à moi en tant que maire et à Madame Ruscard, puisqu'elle gère la partie communication. Et la troisième chose importante, ça concerne les commissions. À nouveau, quand il y a une commission, j'avais fait ce rappel il y a un certain temps, il y a peut-être une petite année maintenant, que tout ce qui était en commission restait en commission. N'avait pas à être divulgué au niveau de la population, au niveau des amis, enfin voilà. Or, j'ai appris il n'y a pas encore très longtemps que dans une commission dernièrement qui était la commission scolaire, que très vite des choses sont sorties alors que la commission n'était pas terminée. Donc je le rappelle à nouveau, il y a un devoir de réserve. Je trouve ça vraiment agaçant. Que faut-il faire? Je ne sais pas si vous avez une solution de me la donner, mais est-ce qu'il ne faut plus communiquer pendant les commissions? Le but de commission, c'est de donner des informations, c'est également d'échanger. Mais si c'est déjà étalé sur la place publique avant que ça passe au conseil municipal, je trouve ça dommage. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Bien, maintenant nous allons passer à l'ordre du jour. Donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet. Avez-vous des remarques? Bonjour. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, je voulais d'abord vous dire que le procès verbal, ok, nous sommes pour, mais nous avons deux petites remarques à vous faire. Alors, une, suite à notre remarque que l'on avait faite lors de la facturation des repas lors du premier jour d'absence du professeur, on a été agréablement surpris d'apprendre en commission que dorénavant, maintenant, les familles auront la possibilité de venir chercher le repas. Donc nous sommes très, très satisfaits de ce point. Et nous voudrions revenir sur un autre point. Désolé, sur les vestiaires à nouveau. Pouvez-vous nous préciser si toutes les associations du village ou seulement les associations sportives pourront y accéder? Parce que qui dit vestiaire dit en fait un local qui dépend d'une salle de sport où on peut se changer, enlever des vêtements, voilà. Donc est-ce que toutes les associations ou uniquement les associations sportives pourront y accéder, s'il vous plaît? Je vais laisser parler. Je prendrai la parole après. On voudrait juste ajouter, est-ce qu'il est possible d'ajouter le numéro des délibérations à chaque thème? Donc l'année, le numéro de la délibération sur chaque délibération. Oui, oui. Bien, je vais reprendre le micro. Bien. Alors, par rapport à votre question,
Ce n'est pas l'approbation du PV, ça. Vous me posez une question là. Mais on n'est pas dans l'approbation du PV. Ça faisait suite à ce qu'on avait. Ça faisait suite à ce qu'on avait évoqué au conseil municipal dans le procès verbal. C'est pour ça qu'on s'était permis de poser la question. Sur le règlement, c'était pas. Bah si, quand on avait parlé de clarification, quand on pouvait à la fin les parents qui devaient. Non, la remarque que vous avez fait sur le règlement d'aller chercher le repas à la cantine, c'est sur le règlement qui sera modifié. Ben, on en a parlé en commission, mais ce sera voté la prochaine fois, donc ça n'est pas encore au PV de précédent conseil. C'est dans ce sens-là qu'on disait que ce qu'on a appris la dernière fois en commission, ça allait dans le sens de ce qu'on avait posé comme question la dernière fois. Je sais très bien que c'est pas voté. Bon, maintenant, pour eux, la question concernant le vestiaire, bon, c'est pareil, le vestiaire, c'est ce qu'elle a dit, ce sont toutes les associations. Voilà. Quelles qu'elles soient. Bien, donc, plus de remarques sur le PV. Je le mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2. Donc, avis sur la signature d'une convention portant sur l'adhésion de la commune au service de prévention du centre de gestion du Nord. Alors aujourd'hui, en fait, on met en place une convention une adhésion avec le CDG concernant le pôle santé. Alors cette convention, elle est adressée à tous les employeurs. C'est un changement d'organisation des services de prévention qui répond avant tout aux nouvelles obligations relatives aux services de médecine, de prévention dans la fonction publique et territoriale. Le but aujourd'hui, c'est d'être plus performante et elle ne peut pas se réduire aujourd'hui simplement à un suivi médical qui avait lieu obligatoire tous les 2 ans. Donc là, le personnel municipal aura bien sûr la médecine du travail, la sécurité du travail, un accompagnement individuel qui va lui permettre d'évaluer ou prévenir les risques et lui permettre de revenir sur un retour à l'emploi. Et le maintien, bien sûr, des agents dans l'emploi. Donc, je suppose que vous avez tous lu le document d'accompagnement qui était avec cette délivre concernant ces nouvelles contributions. Donc, le tarif sera de 85 € par employé pour la commune, mais avec un éventail de prestations, dirons-nous, beaucoup plus important. Bon, voilà. Cela donc va démarrer à partir du 1er janvier 2023, où l'on mettra en place cette contribution annuelle santé-travail. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est pour un... Aujourd'hui, je crois que le personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait droit à une visite médicale, une fois tous les 2 ans. Donc là, ce sera beaucoup plus important. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, donc je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La délibération alors, ça concerne la signature d'une convention avec la métropole européenne de Lille pour l'attribution du fonds de concours transition énergétique. Donc, ça concerne toujours l'école, le groupe scolaire Férivion. On a effectué une simulation thermique dynamique et cette étude est éligible au fonds de concours métropolitain à hauteur de 4 500 €. Hors taxe. La subvention va se monter, elle, à 2 250 € hors taxe, donc 50% pris en charge. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, allez-y. Nous, comme on ne connaît toujours pas le coût des travaux, leur évolution en fonction de l'inflation, ni même l'inflation du prix des matières premières
et les problèmes liés à leur disponibilité, nous, on s'abstient de cette délibération. D'accord. D'autres remarques? Je mets au vote. Donc, qui est contre? Donc, 2 abstentions. Qui est pour? Merci. La délibération suivante concerne la mutualisation et la coopération entre la métropole européenne de Lille et ses communes. Donc là aussi, vous avez eu tout un document d'accompagnement. Alors, en quoi ça concerne? Ça concerne une mise en commun de moyens entre les communes et les EPCI. Alors, moyens humains, moyens équipements, moyens techniques. Aujourd'hui, nous, Plan Coin, on a une mutualisation avec la même d'une douzaine d'actions du schéma de mutualisation. Alors le but de cela, c'est quoi? C'est maîtriser les dépenses publiques en regroupant les achats, qui nous coûtent forcément moins cher, d'optimiser et rationaliser tout cela, améliorer aussi les services aux usagers et permettre la continuité de services publics dans un cadre budgétaire de plus en plus contraint. Donc la commune, donc l'Antoine, toutes les communes adhèrent à une mutualisation, même si ce n'est qu'une seule mutualisation. La moyenne elle est de 8 à 9 pour les communes. Nous, on est quand même à une douzaine de mutualisations. Des questions? Oui, allez-y. Vous parlez qu'il y a 12 mutualisations pour la commune. Vous parlez qu'il y a 12 mutualisations pour la commune. Est-ce qu'on pourrait savoir? Oui, je peux vous donner les noms tout de suite. Donc, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a eu plusieurs conférences métropolitaines des maires et qui ont échangé et mis en place tout ce dispositif. Alors, nous, on a la centrale d'achat métropolitaine, on a la convention de partenariat avec l'UGAP, l'offre de services dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol délivré au nom de la commune. On a l'offre de services dans le domaine des autorisations relatives à l'affichage extérieur, application pour la gestion des autorisations du droit des sols et du guichet numérique, des autorisations d'urbanisme, offre de services relatives au registre dématérialisé des procédures de participation publique, le portail géographique, MELMAP, la mutualisation de valorisation des certificats d'économie d'énergie, offre de services relative à la protection des données personnelles RGPD, le portail Open Data métropolitain, l'observatoire fiscal partagé et la mutualisation en matière d'assurance. Voilà. Bon, si vous voulez plus de détails, je vais vous le donner, mais là vous avez déjà les titres auxquels la commune adhère en mutualisant avec la même. D'autres questions? Dans ce cas-là, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, on va passer à la délibération 5 concernant l'avis sur le plan de mobilité de Lille Métropole. Ouais, donc, c'est un sujet qui avait été évoqué lors de la réunion de la commission la semaine dernière. Donc, on avait présenté donné des avis et des remarques sur le plan de mobilité qui a été rédigé dans un premier je vais rentrer en masse, peut-être que ce sera un peu mieux pour comprendre. Donc en fait, il y a un calendrier qui est actuellement au stade de consultation administrative, c'est-à-dire des communes, pour après arriver sur une enquête publique en début d'année, et enfin un conseil métropolitain du mois de juin 2023. Donc, effectivement, nous, dans la commune, on avait quand même pas mal de demandes. On ne voit pas forcément dans les documents, très lourds documents qu'on a eu, je ne sais pas si vous avez regardé dans les pièces jointes vous avez suivre. Et donc, on va réinsister dans certains domaines. Peut-être un petit focus aussi sur l'enjeu de la mobilité dans la métropole, à l'échelle de la métropole, pas seulement à l'échelle de la couronne sud et de notre commune plus particulièrement.
Par exemple, à l'horizon 2035, c'est 115 000 habitants en plus, déjà 1,2 million, c'est 80 000 emplois en plus, donc c'est toujours un niveau de mobilité qui pourrait être augmenté de 400 000 à 600 000 par an, et qui fait que sans nécessairement augmenter d'ici là, on sera toujours à 4 déplacements par habitant par jour. Donc tout ça, ça prend en compte. Et les enjeux, donc, ce sont la mobilité pour tous, préserver l'environnement, c'est exactement on parle ici, développer une mobilité pour contribuer au dynamisme économique et proposer une mobilité pour tous à un prix abordable. Donc lors de cette commission, je vous avais, je pense que c'est tout ça, listé un certain nombre de liaisons à conforter au sein de la commune pour en sortir, pour aller vers des pôles que sont gares, métro, lycée, collège, le futur tramway, si ça se fait, y penser déjà. Donc c'est listé dans notre délibération. Par contre, je me permets de vous en rajouter une que j'avais zappé peut-être, mais on avait déjà parlé, c'est la liaison vers M1 et le et parce qu'en fait, là, on a une piste cyclable qui arrive après la station d'épuration et qui arrive plus tard, en fait, ainsi un danger, on a un stop très dangereux. Voilà, donc je propose de le rajouter dans la liste. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des propositions, des questions à poser là-dessus, sur ce plan. Allez-y. Je voulais juste rajouter, donc on avait parlé d'Amra, et on pourrait peut-être rajouter aussi Noyelles. Bah, Noyelles, oui. En fait, Noyelles, c'est par rapport à la OM, je ne sais plus laquelle, c'est 147 ou 145, c'est pour aller vers le CHR. Alors, enfin, oui, effectivement. Et après, on avait deux autres petites choses, peut-être aussi poser la question concernant la limitation des flux de circulation venant du sud de la métropole et qui empruntent notre commune. Ça, par rapport à la nationale 41. Voilà. Et après, pourquoi poser la question, pourquoi les petites communes de la Vienne ne disposent pas du Vélib? Alors, ça, dans le document, il y a un sujet là-dessus. Hein. Oui, on est très loin de pouvoir prétendre en avoir déjà. Mais pourquoi pas oui, bon, on peut le rajouter. On peut se rajouter de toute façon. C'est pas alors le VEN. Et puis, alors la SN 41, je ne sais pas si dans la mobilité, si on peut actionner sur le fait de dévier les. De toute façon, on sera toujours. Bon, on peut toujours le mettre. Je la rajouterai dans la délibération. Donc, je ne sais pas si personne ne peut intervenir là-dessus. Donc, je propose de le mettre au vote. Pour la vie. Alors, bien sûr, j'ai aussi cet avis. L'avis de la commune est indissociable aux remarques ci-dessous, donc celles qu'on a listées. Celles-ci sont formulées pour améliorer la mobilité à l'échelle de notre commune, afin de constituer un maillage cohérent avec la politique environnementale et protéger notre territoire en tant que commune gardienne de l'eau. On a pas mal de contraintes avec le fait d'être commune gardienne de l'eau. Prendre en compte nous ce qu'on souhaite au niveau de la mobilité. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Bien, la délibération 6, ça concerne le projet de programme local de l'habitat 2022-2028 de Lille. On n'a pas grand-chose, nous, à dire, à demander. Bon, aujourd'hui, quel est le but de cette délibération? C'est simple, hein, aujourd'hui, il faut produire pour la métropole 43 400 logements, soit aujourd'hui 6 200 logements par an. Donc, il faut les créer, il y a beaucoup de demandes. Pourquoi ces demandes? Il y a lié aujourd'hui au vieillissement de la population, également les séparations de couples, hein, donc il faut dédoubler tout cela. Donc on nous demande de mettre en place des projets. Nos projets sont très limités, puisque nous sommes gardiens de l'eau. Donc aujourd'hui, les constructions,
développer ce parc locatif. Enfin, c'est difficile. Donc, ce que la maire demande, c'est de mobiliser un potentiel foncier et puis aussi de trouver un vivier de logements vacants. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure dans une prochaine délibération un peu dans ce sens. Alors, c'est recenser les logements vacants dans la commune pour répondre aux besoins. Donc, ça peut être que ça globalement, à part peut-être trouver des petits espaces de terrain où on peut construire, mais voilà, on n'a pas beaucoup de choses à apporter et de propositions, nous, sur notre commune. Alors, c'est le plan local de l'habitat, c'est pour toute la métropole, avec des contraintes pour certains, où on impose aussi les gens du voyage et les logements pour les plus démunis, des logements aussi, on est en train de mettre en place, c'est la même qui est en train d'essayer de mettre en place, développer des maisons d'accueil, ce qu'ils appellent des maisons d'accueil, pour des personnes qui sont seules, avec peut-être des difficultés à se nourrir, mais c'est des pensions de famille, ce qu'ils appellent. Bon, j'ai suivi d'ailleurs il n'y a pas très longtemps une visio là-dessus pour comprendre un peu ce que c'était que ces pensions de famille et ce que nous on pouvait faire chez nous. Bon, aujourd'hui on ne doit pas faire grand-chose. Maintenant, si on est amené à avoir des bâtiments qui se libèrent après par la suite, c'est ce qui se fait dans certaines communes, c'est-à-dire qu'ils réhabilitent ces logements, des anciennes écoles, des bâtiments, et pour en faire des familles d'accueil. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, nous, à notre niveau, faut produire, enfin pour la MEC, c'est produire des logements. Nous, on ne peut pas en produire beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Donc il faut, on aurait pu ne pas prendre de délibération là-dessus. De toute façon, à partir du moment où on ne prend pas de délibération, c'est qu'on approuve ce plan. Nous, on n'a pas grand-chose à apporter là-dedans, au niveau du plan. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non. Parfait. Donc je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Et qui est pour? Je vous remercie. Délibération 7. Donc, jaune, délibération qui avait été évoquée la semaine dernière en commission. Donc, c'est l'observation du conseil municipal sur le projet de plus 3 en vue de son arrêt par le conseil métropolitain. Donc, ça se fait au plus lieu avec l'ajout des plans locaux d'urbanisme des communes ex-CHD. Et donc, en fait, de faire un plus qui concerne les 95 communes de la métropole. Donc, cette délibération, ces observations sont à noter et sera présentée après en conseil conseil métropolitain en fin d'année. À nous de mettre nos remarques sur 3 sujets. Nous, on a retenu 3 sujets en fait. Sur le sujet des emplacements réservés, du zonage et du règlement. Alors, on avait évoqué ça l'année dernière, donc je rappelle, afin de favoriser la mobilité dans le village, l'inscription de l'emplacement réservé pour l'aménagement de voirie sur la parcelle A2017, rue Jean Moulin, doit être modifiée au profit de la maire et non de la commune, puisqu'il a pour objet un aménagement de voirie. L'ajout d'un emplacement réservé au profit de la maire pour la parcelle B1803, rue Roger-Sarno. Dans le cadre du programme de la restructuration des équipements scolaires communaux, l'inscription d'emplacements réservés sur les parcelles B629, 976 et 1802, rue Roger-Sarno, au profit de la commune. Afin de favoriser le parcours résidentiel, on parlait tout à l'heure justement des habitants de la commune et dans le cadre du programme logement métropolitain, l'emplacement réservé sur la parcelle B1584, rue Roger-Sarno, doit être revu à 50% minimum de logements locatifs sociaux à destination des personnes âgées. Au sujet du zonage, inscrit à la parcelle B1800, médiathèque, ça fait fait, ici donc.
et les parcelles B 629 976 1802 en zone UEP, comme les autres équipements municipaux. Donc, pour rappel, l'UEP, c'est l'urbanisme d'établissements publics. Inscrire un IBAN au lieu d'un IPAP sur la ferme de la Pouillerie afin de permettre le développement d'un projet immobilier. Alors, la différence entre IBAN et IPAP, c'est patrimoine, on ne peut rien faire sur un zonage IPAP. Tandis qu'un IBAN, il y a moyen de pouvoir se déclasser et donc de pouvoir faire des logements. Alors bien sûr, la question a été posée en commission sur le fait de déstructurer la ferme en elle-même, mais ce n'est pas du tout la question. On essaie toujours dans le même profil de construction. Et au sujet du règlement, le pourcentage de pleine terre obligatoire suscite une interrogation sur le principe que celui-ci doit être pour moitié d'un seul tenant. Il paraît plus opportun que cette surface de pleine terre puisse se faire au mieux en fonction de chaque projet. Effectivement, sur certaines parcelles qui ne sont pas en géométrie variable, on va dire, c'est compliqué de tenir compte de ce règlement sur le seul tenant. La commune approuve l'obligation de mise en place de cuves de récupération des eaux de pluie, mais souhaite que même en secteur AAC1, les cuves puissent être enterrées. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques à ce sujet. Je vous laisse la parole. Nous vous remercions d'abord de nous avoir procuré le lien qui nous a permis de constater toutes les modifications que vous avez proposées à la MED. Donc, en parcourant ce lien, on a pu constater un certain nombre de modifications qui nous questionnent et nous interpellent. Donc, nous les avons listées, nous en avons plusieurs. Pourquoi la place Auguste Désiré-Serrurier perd-elle sa protection d'espaces boisés classés, alors qu'aujourd'hui, protéger tout espace naturel, quel qu'il soit, est primordial dans la lutte contre le changement climatique? Les différents propriétaires des terrains sur lesquels vous demandez une réserve ont-ils été contactés, notamment l'habitation voisine de l'école Charles-Vion et le terrain voisin des ateliers municipaux? Ont-ils donné leur accord? Car pour eux, désormais, il ne sera plus possible ni de vendre, ni de faire des travaux sur leurs biens. La paroisse a-t-elle donné son accord pour la réserve sur le presbytère d'Antoine? Nous avons également relevé que vous aviez mis une réserve sur la propriété jouxtant la cantine d'Antoine dans le cadre du projet d'extension de cette dernière. Or, lors de la dernière commission des écoles, Sébastien avait cru comprendre que la cantine serait inclue dans le nouveau projet sur Houplin, à l'emplacement du garage Peugeot. Pourquoi alors cette réserve au plus 3? Ou laissez-vous les deux cantines, en contradiction avec votre projet initial? Autre question. Pourquoi mettre une réserve sur une partie du terrain d'une famille, alors qu'en commission, nous avons appris que vous abandonnez cette option pour un autre site, à savoir celui de l'actuel garage Peugeot? Contrairement à vos affirmations, rien n'est prévu au plus 3 concernant l'implantation définitive du clubhouse à son emplacement actuel, alors que cet équipement est essentiel selon vous pour la vie associative du village. Dernière question, vous ciblez une ferme rue Roger Salongo pour un projet de logement. Pourquoi cette ferme plutôt que d'autres qui ne sont plus en activité ou délabrées notamment sur Antoine? Ça fait beaucoup de questions. Alors la première, on va essayer de reprendre dans l'ordre, c'est pas évident. Le BC, vous me demandez pourquoi on souhaite déclasser le BC. Nous, on se pose la question pourquoi il a été classé le BC. Alors, honnêtement, classer le BC, une rangée de conifères, de tuyaux, vous l'avez vu, vous habitez à côté, ils sont pas des plus en meilleure santé. Je pense pas. Déjà, c'est de poser la question pourquoi. Pourquoi ça a été classé? Donc oui, on déclasse, on demande de déclasser. Après, c'est le second sujet. À côté de la cantine, c'est ça? Non. Alors, surtout les emplacements réservés. Oui, alors après d'aller voir les personnes, enfin les personnes concernées par un emplacement réservé, on réserve l'emplacement. Il n'y a rien de figé là-dedans. Donc, si vous mettez une réserve, les propriétaires ne pourront plus rien faire sur leur bien. Bien sûr que si. Bien sûr que si.
Ah bah, bien sûr. Et c'est oui, on ne l'achètera pas forcément. Oui, en plus, ouais, c'est ça. Toutes ces réserves. Maintenant, il y en a qui ont été retirées. Ils peuvent alors voir. Après, nous, on peut aussi lever des réserves qui n'ont plus d'intérêt. D'ailleurs, vous parlez de la cantine. Alors, on va revenir à la cantine aussi sur les projets. Normalement, il n'y a pas d'entourloupe. Le seul fait qu'on puisse voir deux cantines ou une, on a changé le profil, le projet. Ça a été vu en commission. Hein. Mais c'est pas, je ne vous dis pas que c'est une entourloupe ou ça. Je vous demande juste, parce qu'en fait, on a le droit de s'interroger. Vous parlez vous avez changé de projet, vous êtes parti sur un garage Peugeot. Après, on voit que vous mettez sur les parcelles de ce projet Salambo. Après, vous mettez une préemption sur Pas de préemption. Mais une réserve, ben, c'est pareil. Et après, vous. Non, c'est pas pareil. Hein. Non. Donc, on voudrait savoir si le projet il est changé ou pas. C'est des questions qu'on pose. Je pense que ça a été annoncé en commission, non? Oui. Pourquoi mettre une préemption sur une réserve sur cette maison-là si. Quelle maison? À côté de la cantine. Elle a été faite il y a un certain temps. Elle a été mise en place il y a quelque temps parce qu'on se réunit avec la MED, tout ce qui est service urbanisme. Bon, ils ont demandé à un moment, mettez des réserves. Donc, on a mis des réserves, sauf qu'aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Donc, elles doivent être retirées, ces réserves. Puisque le projet a évolué. Il a évolué, c'est quoi? C'est la phase 2 et la phase 3, puisque vous l'avez sur commission, elle va se retrouver sur une seule phase. Donc la cantine, le logement à côté, il était réservé si à un moment, la personne vend, voilà, la cantine devait se faire là, ça va s'agrandir, on aura peut-être besoin de terrain. C'est une réserve. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Voilà, c'est fini, ça c'est abandonné. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, ce qui a été reproché par la maire, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation faite avant, suffisamment sur les mandats précédents. Donc, quand vous vous retrouvez aujourd'hui sur des problèmes, je vais en prendre un tout simple d'exemple. C'est le terrain à côté de la poste. Il est marqué vendu. Tout le monde l'a vu, il est toujours écrit vendu sur ce terrain. Donc il y a un garage-loyer, il y a ce terrain. Quand il a été mis en vente il y a un an, il y a un peu plus d'un an, moi j'ai dit, nous ça nous intéresse. Donc j'ai demandé à la maire pour le planter, pour y faire un garage, un parking. Parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de voitures. C'est toujours compliqué, vous savez bien tous quand vous passez par là. Donc j'ai demandé à la maire cette préemption. Et la maire du genre m'a répondu, on a fait suffisamment de parking du temps d'un précédent maire, c'est terminé pour vous. Bon, déjà comme on répond, j'ai apprécié. Mais bon, et on m'a dit, nous on ne préemptera pas pour ça. Si vous le voulez, vous le prenez. Donc c'est vous qui payez. Bon, peut-être on l'a laissé courir, hein, on ne peut pas se permettre de le payer et de faire le parking. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. On revient sur ce terrain de la même manière, ce terrain dont je viens de vous parler, qui va aussi venir dans ce projet de la phase 2. Là, je ne sais pas si d'ailleurs je pense qu'il y est ou pas, mais bon, là actuellement, voilà. Donc, les réserves qu'on a mises, il y a celle-là, il y en a une autre dont vous aviez parlé, l'église. L'église, ben oui, c'est toujours d'actualité, enfin l'église, le terrain, une partie de l'église, bon, pour l'instant, c'est un autre débat, mais voilà, une partie du terrain. Mais peut-être que ça ne se fera pas. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, si dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, on se dit, ah, zut, ça y est, ça m'intéresse. Eh bien non, il sera trop tard. Donc le but aussi de notre travail, nous élus, c'est d'anticiper et de se projeter. Vous savez, j'étais élue, tout le monde le sait, j'ai fait quand même quelques mandats et avec d'autres maires. Il y avait des choses qui étaient comme ça préemptées, enfin,
d'avance. Il fallait se projeter des réserves. Il fallait se projeter. C'est anticiper l'avenir du plan One. Sinon, si on avance un petit pas, puis aller au jour le jour, non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est notre démarche. C'est anticiper, ce qui ne veut pas dire qu'on va prendre, on va prendre les terrains. Le jour où ça passera, eh bien, la personne qui est propriétaire, elle peut même nous dire, écoutez, moi, vous avez une réserve sur mon terrain, allez, vous me l'achetez, hein, tout de suite, hein, moi je vous le vends. Bon, si on n'a pas les moyens d'acheter, à ce moment-là, puis qu'il dépend qui l'achète, pourquoi on l'achète? Mais il faut se projeter. Alors vous, par exemple, si vous prenez, vous savez qu'on a des jeunes dans cette commune, et ces jeunes, dans quelques années, où vont-ils se loger? Comment vont-ils faire? Il y a des inquiétudes. Je le vois, je le lis, comme beaucoup d'entre vous. Et oui, la commune ne fait rien pour nos jeunes. Ah oui, regardez rue Roger Saint-Langros, 50% de logements locatifs, sociaux. Alors on a mis à destination des personnes âgées, parce que là aussi c'est un projet. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a pour les personnes âgées? Rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, les personnes âgées, si elles veulent rester dans la commune, si leur maison est trop grande qu'elles ne peuvent plus y vivre et qu'elles veulent rester dans la commune, comment font-elles? Les 3/4 s'en vont. Elles quittent la commune parce qu'elles ne peuvent plus rester chez nous. Donc, c'est aussi à nous d'anticiper, de se projeter. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, on a mis des logements personnes âgées. Peut-être qu'au moment où la personne vendra son terrain, elle décidera, peut-être qu'à ce moment-là, ce ne sera pas pour des personnes âgées, mais ça restera pour du locatif. Voilà. Parce que ce sont les seuls terrains. Alors, quand vous dites pourquoi là et pas ailleurs, tout n'est pas constructible dans le village déjà. Si on est gardien de l'eau, pour rappel. Voilà, ça c'est ce que je veux vous dire. Il y a des fermes qui existent encore. Allez, dites-moi lesquelles. Dites-moi. Mais je ne vais pas citer le nom, ils sont si, c'est pas. Vous prenez la ferme de monsieur, comment il s'appelle, Flippo, il construit des maisons sur son terrain. Donc c'est encore constructible, et pourtant sur la ferme, il y a des pures d'activité. Donc là aussi, il peut y avoir, là aussi, il peut avoir un droit pour y faire des logements. D'accord. Nous, c'est tout simplement ce qu'on vous demande comme question, qu'on vous pose comme question. On n'a pas dit que c'était pas bien. Non, mais bon, le logement. On voulait juste des explications. On a quand même le droit de. Ah, mais tout à fait. Alors, à la limite, mais moi, je donne des explications. Donc, aujourd'hui, monsieur Flippo, c'est vrai que pourquoi pas. Mais après, il n'y en a pas tant que ça, des fermes dans la commune. Il y en a encore. Voilà. Donc, après, pourquoi pas. Il y en a d'autres où on ne peut pas construire. Ah non, on ne peut pas construire. Alors, maintenant, je ne sais pas si tout est constructible, mais là, on en a une en vue, on pourrait, ce serait bien, mais on ne peut pas construire. Non, on ne peut pas construire. Donc, est-ce qu'on rajoute la ferme Flippo? En même temps, pourquoi pas, C'est quelque chose aussi. Attention, c'est pas ce qu'on demande. Vous nous avez demandé un exemple, on a cité cet exemple-là. Non, mais si vous en avez d'autres d'exemples. C'est pas ce qu'on demande. Non, mais. Bon. Alors ensuite, il y avait peut-être d'autres questions parce que comme il y a des. Alors je ne sais plus, est-ce qu'on n'a peut-être pas tout répondu parce qu'il y a une sacrée liste. S'il y en a encore. Comment? Ah non, mais vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Boki, on ne va pas commencer. Prenez votre micro. Oui, prenez votre micro. Mais écoutez, je réponds à vos questions. Vous me demandez, j'essaye, voilà, les raisons pour lesquelles il faut se projeter dans l'avenir. Et voilà. Moi, j'ai connu à une époque, je vais vous donner un exemple encore, une ferme qui aujourd'hui, c'était prévu peut-être, il y a eu un moment, envie à une époque d'un maire, d'avoir la mairie à cet endroit-là. Bon, c'était dans les tablettes, c'était là. Aujourd'hui, ça n'a jamais été, parce qu'il fallait, ça pourrait être un beau projet, de mettre une mairie à cet endroit-là. Bon, ce sont des logements privatifs qui ont eu lieu, mais c'était d'y penser. Je pense que le rôle aussi, vous dites élu, c'est de penser, de se projeter sur l'avenir. Alors voilà, donc on essaie de le faire au mieux. Maintenant, j'entends et je vais donner les explications, parce que, oui, il ne faut pas dire, mais je me demande si on va parler d'autres terrains.
Non, c'est pas l'ensemble. Non, oui, il y avait des... On voulait juste des explications sur les différentes réserves. Ça suit le projet. Oui. En tant qu'opposition, on vous demandait juste... Ah, mais tout à fait normal, et on vous répond aussi en donnant les raisons. Pourquoi on a choisi ça? Par rapport au projet. Il faut bien un projet derrière une réserve. Quand il y a une réserve, pour dire de faire une réserve. C'est pour ça qu'on vous demandait des explications. On vous les donne. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si personne n'a d'autres questions. Donc je propose de mettre au vote. Qui est contre? Ok. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ça c'est question. Bon, alors je vais vous présenter les délibérations que M. Deblos aurait dû présenter, mais comme il est absent, je vais prendre sa place. Comment? Comme ça. Donc on est à la délibération numéro 8. Réalisation de travaux en régie sur l'appartement 866 rue Roger Salengro. Donc les agents des services techniques ont effectué des travaux d'aménagement et de remise en état de l'appartement au 866 rue Roger Salengro. Ces travaux, qui viennent accroître la valeur du patrimoine de la commune, sont réalisés par les personnels communaux avec des matériels, fournitures qu'elle achète et des outillages qu'elle a acquis ou loués. Les dépenses qui ont été imputées en section de fonctionnement au chapitre 011 et 012 peuvent être intégrées à la section d'investissement, dans la mesure où on n'a pas fait appel à une entreprise privée et que c'est la commune qui fait les travaux. Donc, ça sera dans la section d'investissement à la vue d'un état des travaux d'investissement effectués en régie. Cette procédure permet ainsi de neutraliser les charges d'exploitation induites par la réalisation des travaux, de valoriser en investissement ces travaux et le travail des agents techniques de la commune. Ensuite, vous verrez à la délibération 9 qu'on reparlera de cette régie et on passera des écritures en fonctionnement. Et puis, on passera donc en dépenses d'investissement les 11 292 au compte 2135 chapitre 040 et en fonctionnement en recettes les 11 292 au 722 chapitre 042. Donc je vous demande maintenant qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Ah, vous voulez quelles questions? Je vous en prie, allez-y. Il faut donner. Non. Donne le micro. Oui. Alors allez-y, et on passe le micro là-bas. Vas-y, pose. J'arrive. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Prévoir du gel quand on se passe les micros comme ça. Ça va nous. On On voulait juste avoir deux détails sur les... On n'en a pas discuté, enfin nous on n'en a pas discuté, mais il n'y a pas une commission pour ça? Non? Détails sur les travaux en régie. J'ai pas de micro. Bon, à l'origine, on avait pensé tout faire par des entreprises privées. On s'est aperçu que ça avait un coût qui était non négligeable. Donc on a pris tout ce qui était électricité, par exemple, on l'a fait faire par un électricien, enfin une entreprise, ce qui était huisserie également, ce qui était plomberie également, et après tout ce qui est déco, tout ce qui est sol, tout ce qui est isolation, etc. Tout était fait par nos équipes. Ah, donc isolation, tout est fait par les équipes aussi. Oui, on a projeté de la mousse en haut, fait par, c'est là qu'on a loué un appareil pour faire le... Et l'aménagement cuisine aussi. Et l'aménagement cuisine, c'était fait en grande partie par nous, sauf l'évier qui était posé par le plombier.
Sinon, tout le reste a été fait. Que ce soit même la peinture, la déco de la salle de bain, le carrelage et autres, tout a été fait par nos soins, enfin par le soin de nos équipes. Voilà. Ok, merci. Vous avez des questions? Oui, vous avez une question concernant le montant du loyer de ce logement. 700 euros. Et est-ce qu'on pourrait savoir qui va l'occuper? C'est un monsieur, en fait, c'est un monsieur qui est seul, enfin, qui est une famille. C'est pas nous qui avons recruté. Hein. On a fait faire le recrutement par un huissier. Voilà. Oui, pour pas que. Et les loyers, c'est la commune qui va les toucher directement? Oui. Par contre, c'est nous qui gérons ça, mais c'est lui qui a fait le recrutement. Très bien. Tout pour mieux savoir. Oui, voilà. Merci. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, qui est contre cette désigne? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, maintenant, je vais passer à la délibération numéro 9, décision budgétaire modificative. Alors, Le micro. il va pas? On m'entend là? Non? D'accord. Donc voilà, nous avons reçu des subventions pour des équipements et nous avons obligation de les amortir à hauteur de leur durée d'amortissement. Le traitement est le suivant. Pour ce faire, il faut utiliser un compte de produits exceptionnels en recettes de fonctionnement, le 777, code-part de subvention, pour 2434 €. L'écriture est la suivante. Il faut débiter en investissement le compte 139,16, chapitre 040, autre établissement public, et créditer en fonctionnement le compte 777, code-part de subvention, pour 24,37 €. Deuxièmement, nous avons un manque de provision en recettes d'investissement pour les amortissements de l'exercice 2022 pour un montant de 4 712,10 €. Alors, la mise en place du logiciel dernièrement a généré des erreurs en reprenant l'actif, d'où cet écart de 4 712,10 €. Donc nous utilisons le compte 6811 chapitre 042 pour capitaliser les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles en dépenses de fonctionnement pour 4 712,10 €. En contrepartie, nous ventilons ces 4 712,10 € en recettes d'investissement sur les comptes 28051, 28135, 28158, 28181, 28182, 28186 et 28188. Ensuite, troisièmement, les travaux de régie dont on a parlé dans la délibération numéro 8 pour l'appartement de la Poste. Une collectivité peut soit acquérir une immobilisation, soit la faire construire par autrui, soit la réaliser avec ses propres services. Dans ce cas, on parle de travaux de régie. Afin de matérialiser les travaux en régie en immobilisation, il faut affecter une opération d'ordre budgétaire, un mandat d'ordre qui est destiné à intégrer les travaux en section d'investissement et un titre d'ordre qui est destiné à neutraliser les charges constatées durant l'exercice en section de fonctionnement. Le montant s'élève à 11 292,96 €. Voilà. Le compte 7022, chapitre 042, est utilisé lorsque la collectivité produit elle-même, en interne, une immobilisation corporelle. Le coût de production de cette immobilisation sera donc enregistré dans ce compte. Le compte 72 enregistre la production immobilisée d'exercice, c'est dire les immobilisations créées par les services techniques et services réalisés pour lui-même. Nous devons intégrer les travaux en section d'investissement au compte 28318, chapitre 040, et mouvementer en recette de fonctionnement le compte 722 au chapitre d'ordre 042. Ensuite, frais d'études, c'est pour le vestiaire. Et je pense qu'il avait peut-être été marqué autre chose, mais ces frais d'études, c'est pour le vestiaire, sur le terrain de foot. Donc la trésorerie, c'est-à-dire M. Dergomé, nous demande d'intégrer les frais dans sa fiche d'inventaire.
c'est d'une fiche pour le vestiaire. Et donc ouvrir des crédits pour 1 680 € destinés à une immobilisation. Dans l'actif, chaque bien a une fiche d'inventaire. Et pour cet exemple-là, on en a une pour les vestiaires. Voilà. Et de ce fait, on est obligé de faire ça car il n'y avait aucun crédit ouvert au 21-318. S'agissant des frais d'études envisagés en vue de la réalisation d'investissement, il est admis de les imputer en section d'investissement au compte 2031 frais d'études en tant qu'immobilisation incorporelle. Nous passons en dépenses d'investissement au 21-318 chapitre 041 la somme de 1 680 € et en recettes d'investissement au 2031 chapitre 041 la somme de 1 680 €. Ensuite, nous arrivons au virement de crédit entre sections pour 9 014,86 €. Le transfert de crédit de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est possible. Il conviendra d'aborder les chapitres d'ordre 023 virement de la section d'investissement et 021 virement de la section de fonctionnement d'un même montant. Le premier étant une dépense et le second une recette. La décision modificative qui crée ainsi une recette à la section d'investissement ne doit pas générer de déséquilibre dans la section de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement 9 014,86 au 023, chapitre 023, virement de la section d'investissement. Recettes d'investissement 9 014,86 au 021, chapitre 021, virement de la section de fonctionnement. Cette écriture a pour but d'équilibrer la délibération modificative. Ensuite, considérant la nécessité d'effectuer des mouvements de crédit entre sections, sur la condamnation de la commune au tribunal administratif le 3 mai 2022 pour un montant de 1 500 €, nous devons débiter en dépenses de fonctionnement le compte 6232, chapitre 011, pour 1 500 € et créditons le compte 678, chapitre 011, de 1 500 €. Deuxièmement, sur le manque de crédit pour un montant de 9 686,26 € à l'opération 913 programme d'éclairage public assuré par SEV, suite à l'oubli des remplacements de l'éclairage public dans une rue, nous prenons des crédits sur un article qui ne sera utilisé que partiellement pour alimenter l'opération d'investissement 913. Donc nous débitons le 21-318, chapitre 21, de 9 686,26 en dépenses d'investissement et créditons le 21-538, chapitre 21, opération 913 aux dépenses d'investissement pour les 9 686,26. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a juste une. Oui, là-bas. Juste la question. Ça n'a pas fait l'objet d'une commission? Non. C'est des changements qui ont été, on doit réaffecter, mais il n'y a pas de commission, c'est vrai. Aujourd'hui, pour Laurent. Mais non, mais je sais, pour Laurent. Bon, c'est tout. Moi, c'était juste une petite question. Il y a peut-être une erreur de frappe. Il y a 02. Oui, je l'ai vu aussi. Je devais vous le dire, j'ai oublié. C'est une erreur de frappe. Ça ne s'équilibre pas. Il manque 4 centimes. Absolument. Bon, alors maintenant, je vais passer la délibération numéro 9. Comment? Ah oui, non, j'allais demander. J'avais demandé de passer au vote pour la délibération 9. Ah oui. C'est ce que je voulais dire. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, ben maintenant, je vais passer à la délibération numéro 10. Voilà. Constitution d'une provision comptable pour créances douteuses. Voilà. Et on m'entend pas? On m'entend, c'est bon? Voilà. Donc la provision pour créances douteuses doit faire l'objet d'une constatation
dépréciation sur le plan comptable. Selon l'analyse des créances restantes à recouvrer, selon les relances effectuées par la trésorerie et selon le barème de dépréciation, il y a lieu de constituer un stock de provisions pour 129,61 € en dépenses au compte 6817, dotation aux provisions. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien. Alors, pour délibération numéro 11, c'est la délibération concernant un bien situé au 54 rue Pasteur à Oupla-en-Coine, en état d'abandon. Je vais pas revenir en arrière, enfin, je vais faire une petite rétrospective quand même du bâti de cette maison. En fait, cette maison, nous avons constaté il y a un peu plus d'1 an son état d'abandon. C'est passé qu'il y avait eu des problèmes de riverains qui demandaient pourquoi il fallait tailler les arbres. J'ai fait envoyer la police municipale et quand la police municipale est allée, elle a trouvé les portes ouvertes. Donc elle est rentrée dans cette maison et cette maison était vraiment à l'abandon. Il n'y a pas d'autre terme. J'ai pu aller sur place faire un constat de l'état. Ce qui est écrit d'ailleurs, clôture de la parcelle vétuste, jardin envahi par la végétation. Il y avait même un arbre qui poussait en plein milieu de la maison. Bon, c'était la maçonnerie des garages qui menace de s'écrouler, la porte d'entrée donc ouverte, la véranda délabrée, couverture du balcon dégradée, étanchéité de la maison qui n'est plus assurée, les menuiseries vétustes, enfin voilà. Donc il y a encore plein d'autres choses. Donc on a pu constater que cette maison, elle a dû être squattée, que ce soit le bas ou le haut. Donc il a fallu retrouver les propriétaires. Elle faisait partie un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, les maisons considérées comme vacantes et qui font partie d'un relevé de la MEN. La MEN envoie une liste de maisons vacantes et celle-là d'ailleurs elle en faisait partie. Donc quand j'ai vu cet état-là, j'ai été obligée de faire appel à un huissier parce que les propriétaires en l'occurrence on ne les a pas. Bon, c'est un peu, voilà, les propriétaires ont été retrouvés, mais c'est un peu compliqué. Donc la mairie a dû tout prendre à sa charge. J'ai fait appel à un huissier qui est venu faire un état du bâtiment, donc mise en sécurité, et vous avez pu voir très vite, puisqu'il y avait des barrières autour, avec dangerosité du bâtiment pour le public. Donc, suite à ça, il a fallu faire un procès verbal que j'ai fait dresser le 21 février 2022, dans un premier temps, avec un article qui a dû paraître dans la Voix du Nord et dans la Gazette, puisque c'était l'obligation de la procédure légale. Suite à cela, il a fallu attendre un délai de 3 mois. J'ai refait la même démarche, puisque personne ne se présente sur ce bien aujourd'hui. Donc, la même démarche qui a été faite, un procès verbal définitif. Le premier était provisoire, le deuxième était définitif le 2 juin 2022. Donc, on a continué à avancer sur le dossier. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous signaler, c'est que dans votre pochette, en fait, vous avez trouvé, j'avais pas joint la valeur du domaine, puisqu'il a fallu faire appel au domaine pour évaluer ce bien. Donc, c'est un bien qui a été estimé à 50 000 €. Donc aujourd'hui, on déclare l'état d'abandon de ce bâtiment et ça va faire partie d'un bâtiment qui va être repris par la MEL. La MEL et voir la Fabrique des Quartiers, puisque la Fabrique des Quartiers travaille en lien avec la MEL. Ils vont revoir, ce sont eux qui vont faire maintenant les autres démarches. Nous, on a fait le plus gros, une partie, et puis donc il y aura après une mise en sécurité. Et le but de ce bien, ce sera également, je l'ai mis dans la délib, puisqu'il faut décider du devenir de ce bien, la réhabilitation de cet immeuble
permettrait la réalisation de logements locatifs sociaux, s'inscrivant ainsi dans les objectifs énoncés par le PLH. Donc on est toujours aux logements sociaux que l'on pourra mettre. Maintenant, c'est pas moi qui vais décider, vu l'état du bien, si il est réhabilitable ou pas, ou si il décide de le démolir. Hein, ça, voilà. Donc aujourd'hui, il va partir, donc, après cette délibération, au niveau de la MEN, qui va gérer la suite de ce bâtiment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, pas de questions. Parfait. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et pour? Je vous remercie. Ensuite, ça concerne la régularisation, voilà, du 148. Alors, le 148 faisait partie de l'actif du CCAS. Monsieur Derbonnet, notre comptable, ne comprend pas pourquoi il était dans le CCAS, donc il nous a demandé de le retirer et de le mettre dans l'actif mairie, tout simplement. Voilà, donc c'est simplement un transfert de propriété. Des questions? Non. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc, qui est pour? Merci. Toujours sur le 148, ici on prend une délibération pour la désaffectation du bâtiment et son déclassement. Puisque aujourd'hui, ce bâtiment accueillé est à un usage public, un service public à l'usage direct du public. Maintenant, il ne fera plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Donc, il va partir dans le domaine privé. Je ne sais pas si vous avez des questions, simplement pour vous dire aussi que le 148, les travaux ont débuté. Je crois que Mme Mazurel est allée aussi. Ça a commencé, voilà, la démolition intérieure et la remise en état pour pouvoir le mettre en fin d'année au cabinet médical. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Très bien. Écoutez, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Qui est pour? Merci. Bonsoir à tous. La présente délibération porte sur les tarifs des badges d'accès à la salle des sports. Donc, juste pour rappel, toute association qui souhaite accéder à la salle des sports doit être équipée d'un badge. Donc, celui-ci représente un coût pour la collectivité. Je vous propose donc de le fixer à 10 €. Donc avec la suppression des régies, il n'était pas possible d'obtenir celui-ci à moins de 15 €. C'est pourquoi, enfin voilà, c'est plus une délibération pour régulariser la situation. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant les badges. C'était juste pour savoir quels étaient les clubs qui étaient concernés par... toutes les associations qui accèdent à la salle des sports. Toutes celles qui ont des crédits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est un achat non, c'est-à-dire qu'avec la suppression des régies, la commune ne peut plus délivrer de badge. On voulait savoir comment c'est géré. Alors du coup, maintenant, tout adhérent, alors je pense plus au tennis parce que finalement c'est le tennis qui est le plus concerné. Donc tout adhérent maintenant devrait se rendre en mairie. Donc la mairie émet un titre pour l'achat de badge et ensuite seulement après, une fois payé, il doit se rendre à la trésorerie pour récupérer les badges. Donc cette délibération permettra à l'association de pouvoir en prendre plusieurs et de les mettre à disposition de ses adhérents. D'autres questions? Qui est contre? Abstention? Pour? Merci.
Alors, la dernière délibération porte sur l'attribution d'un prix pour le challenge colombophile. Donc, il est de coutume à ce que la commune offre un prix au vainqueur de la saison des concours. Donc là, il est proposé un prix d'un montant de 100 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je le vote. Qui est contre? Abstention? Pour? Merci. Bien, je vais lancer maintenant. Oui. Je voudrais juste revenir là tout à l'heure sur les communications. Je ne savais pas quand est-ce que je vais poser la question. Je pense qu'en commission, la dernière fois, c'est très bien l'histoire comment dire, nous enregistrer notre voix et l'image et tout ça, comme on vous avait dit, c'est très bien. Mais je pense qu'on avait décidé à la dernière commission que ce serait pour le prochain conseil municipal. C'est ça un petit peu. Je pense que les deux oppositions, oui, en fait, on avait discuté et on avait tombé d'accord là-dessus. Donc on est un peu surpris. En fait, oui, le problème ne se pose pas vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est surtout un essai. Maintenant, si vous ne voulez pas le mettre en... Ah non, c'est pas ça. Mais il est vrai que ça avait été dit, ce sera pour la prochaine fois. Parce que je pense peut-être qu'il peut donner plus de raisons. C'était qu'ils ne pensaient pas peut-être être suffisamment prêts pour mettre ça en place. Alors, il n'y a pas vraiment de raison. C'est vrai qu'en commission, on avait parlé de le faire pour la prochaine fois. Il y avait aussi une suggestion de le mettre au vote. Après étude des textes, le vote n'est pas nécessaire, donc on peut en fait le faire un peu à n'importe quel moment. Il faut juste informer les membres du conseil municipal, ce qui a été fait par mail aujourd'hui et également dans le cadre des commissions. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison particulière. C'est vrai qu'à la limite, il vaut mieux plus vite, si c'est prêt aujourd'hui, autant le faire aujourd'hui et l'adapter pour la prochaine fois s'il y a des ajustements nécessaires. Merci. Donc je vais passer les questions du groupe pour un village uni responsable. La question 1. Lors de la commission du lundi 26 septembre 2022, nous avons évoqué la question des économies d'énergie. Constat, initiative éventuelle, action possible. Quelques jours après, des citoyens nous ont alertés sur le fait des lumières à l'école Jules Ferry derrière la cantine. Rester allumées toute la nuit. Est-ce normal en ces temps de chasse au gaspillage? Non, évidemment, hein, c'est pas normal. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, Philippe faisait allusion aussi aux fenêtres qui restaient ouvertes. Il n'y a pas que les fenêtres aussi, il y a les portes aussi qui restent ouvertes avec des chauffages qui tournent à fond. Je crois que c'était samedi. Oui, mais c'est récurrent. C'est récurrent. C'est récurrent. Et donc, ce qu'on va faire ici tout prochainement, c'est déjà de rencontrer les utilisateurs des édifices communaux, associations, personnels, pour encore une fois remettre une couche sur les règles de bon sens. C'est de bon sens à respecter. Et d'ailleurs, c'est pas par rapport seulement à la chasse au gaz spirituel, ça peut être le cas avant, voilà. Donc effectivement, il y aura entre guillemets piqûre de rappel sur la nécessité de respecter ces règles de bon sens. Je ne sais pas si M. Huclier a quelque chose à rajouter là-dessus sur de toute façon, tu l'as fait tout à l'heure avec Ça a été dit tout à l'heure en même temps avec l'éclairage de la nuit, etc. Le problème qu'on a, c'est que maintenant, pour ce qui est des portes ouvertes, on aura donc ces thermostats aux sorties de chaudière qui font que ça ne va pas chauffer plus parce que les portes sont ouvertes et tout sera tempéré. Mais pour les lumières, là on y va du bon sens des personnes qui utilisent les locaux, qui sont les écoles. Voilà, c'est dommage, comme ça peut être dans une salle, comme ça peut être dans des vestiaires, comme ça peut être n'importe où. La moindre des choses, quand on sort d'une pièce, qu'on est le dernier, on se doit de fermer la lumière.
C'est malheureux de devoir dire ça, on le dit souvent aux gamins, mais bon, maintenant, il faut le dire aussi, pas qu'aux gamins, quoi. Voilà, c'est dommage. C'est regrettable, surtout. Alors, la question numéro 2. Nous voudrions connaître si le dispositif citoyen vigilant existe toujours sur la commune. Actuellement, citoyen vigilant n'existe pas sur la commune, mais il a été allègrement remplacé par le fait qu'on ait créé un portail police sur le site de la commune, qu'il y ait un email police qui a des numéros de téléphone, et depuis, on a des appels, des échanges, les gens commencent à être vigilants, et lorsqu'ils voient des choses, ils le signalent à la police municipale. Mais c'est pas tombé à l'eau, plus tard on mettra peut-être vraiment en place un vigilant. Mais là, parallèlement, c'est en train de se mettre en place naturellement. Question numéro 3. Nous avons été interpellés par des parents d'élèves au sujet des manuels scolaires achetés par l'APEA et non par la commune. L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit depuis les lois de 1881-1882 et rappelé par le Code de l'éducation, article L 132.1. Vous serait-il possible de nous en fournir là ou les raisons? Alors, Monsieur Boutillon, je pense qu'on est tous ici attachés à la gratuité de l'école. On donne des dotations scolaires aux deux écoles, par élève, on donne une somme, la commune donne la même somme à chaque élève. Et ensuite, c'est la liberté de l'équipe enseignante d'acheter le matériel nécessaire avec cette dotation. Il s'avère qu'à Férigion, ils ont demandé, parce qu'avec la coopérative scolaire, ils ne peuvent pas acheter de manuel, ils ont demandé à la PEA d'acheter des fichiers, des fichiers, c'est pas des vrais manuels, c'est des fichiers où les élèves doivent écrire des trucs. Ils ont fait choix, l'accord de la PEA a été donné, on n'a pas notre mot à dire, nous on donne notre subvention, et puis voilà. Après, ils dépensent l'argent comme ils veulent. Moi, je vous disais ça, c'est juste les parents. Oui, mais voilà, je veux dire, ça a été un accord avec la directrice des parents d'élèves. On n'intervient pas là-dedans. Je crois qu'ils avaient beaucoup d'argent qu'il fallait dépenser. C'est ça, puisqu'il y a eu une subvention, je pense, une vente exceptionnelle de foie gras, donc il y a eu de l'argent, bon, c'était l'utilisation. Bien, je vais passer la parole à M. Delval pour la question 4. Donc, question 4, nous avons été alertés sur le fait que les maisons locatives rue du 1er mai ne relevaient plus de la Société régionale des cités jardins, qui sera un habitat. Or, alors que les locataires sont là depuis au moins une quarantaine d'années, ce nouveau propriétaire refuserait d'effectuer des travaux locatifs auparavant pris en charge par les cités jardins. De plus, apparemment, toute habitation vacante ne serait plus louée mais mise en vente. Il en serait de même pour les logements de Bilogia, notamment square des Nations Unies, alors que le quota de logement social est loin d'être atteint dans notre commune. Qu'entendez-vous faire pour défendre les intérêts de nos concitoyens concernés? Donc c'est une question qui amène beaucoup de réponses, parce qu'il y a plusieurs sujets dans la question. Même si le thème, c'est sur on a bien compris, c'est sur les logements sociaux, pas de problème. Donc on va répondre point par point, j'espère pouvoir répondre point par point. En préambule, je vous remercie pour cette question d'ailleurs, parce qu'il y a deux concitoyens de notre commune qui ont alerté à ce sujet le député de notre circonscription sur le même sujet. En gros, ça revient. Donc comme ça, ils pourront aussi avoir la réponse par le biais de ce conseil municipal. Bon, dommage qu'ils ne soient pas passés directement par la commune, par les élus, on est là disponible pour y répondre. Et en plus, le député aurait aussi pu nous contacter à ce sujet directement, mais passer par le président de la MEP, qui
Il a fait un retour vers qui, moi. quand même, l'objet, c'était mise en vente, logements sociaux au plan Antoine. Je ne sais pas si M. Castellin s'occupe des logements du plan Antoine. Donc, voilà, je préfère en aparté quand même le dire. Donc, je vais essayer de reprendre votre question dans l'ordre. Donc, vous parlez de Société régionale des cités jardins, mais de Tisserand Habitat. Donc, Tisserand Habitat, c'est le nom du groupe de la CRCJ depuis des lustres. En fait, SRCJ, novembre 2020. Oui, non, mais Tisserand était. Oui, non, mais Tisserand, il existait déjà. En fait, oui. Et donc, le sigle SRCJ a disparu pour faire un sigle Tisserand Habitat, tout simplement. C'est un groupe où il y a Tisserand Habitat et Habitat, donc ça c'est sur le locatif, et Tisserand Promotion, parce que aussi ils ont des programmes de l'immobilier. Donc c'est simplement l'abandon du cycle, pardon. Alors par rapport au fait que ce soit un nouveau propriétaire, c'est pas un nouveau propriétaire, c'est toujours été le bailleur social. Après, nous sommes sur les travaux effectués, les travaux locatifs, auparavant pris en charge par les cités jardins. Donc les travaux locatifs, je ne sais pas ce que vous entendez par travaux locatifs, ce qui est dû au locataire ou au bailleur. Au bailleur. Donc ils font des travaux. Alors après, maintenant, est-ce qu'ils font toutes les demandes de travaux? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais je sais aussi qu'ils prennent aussi des travaux alors que n'ont pas nécessairement à le faire. Donc j'ai eu un exemple mi-septembre pour un domaine, pour demander sur un problème de volet roulant, une histoire de manivelle, je ne sais pas pourquoi. Un bon de travaux a été signé par le bailleur alors qu'il s'agit d'une charge locative en fait. Donc ça c'est au locataire de réparer. Voilà. Donc ça, voilà. Après, maintenant qu'il y a d'autres travaux qui sont pas réalisés, on a reçu les responsables de Tisserand, et les travaux sont prévus. Alors, il y a une réhabilitation, d'ailleurs, à cet effet, c'est pour ça aussi qu'il y a des travaux qui ne sont pas réalisés, c'est qu'il y a une réhabilitation qui est prévue. Alors, la date, c'était 2023, ce sera peut-être 2024, pardon, alors soit 23, soit 24, selon ce qu'on parlait tout à l'heure des groupes scolaires et les impacts sur les matériaux, sur plein de choses. Donc, ils sont aussi confrontés. Hein. Donc, ce sera bien prévu. Donc, après, au niveau de... Oh non, on est là. Ah oui. Alors, après, de plus, apparemment, toute habitation vacante ne serait plus louée, mais mise en vente. Alors, ça, c'est pas... Alors, je ne sais pas toute habitation vacante. Ça se passe pas comme ça. Hein. Déjà, au niveau de ex-SRCJ, c'est-à-dire Tisserand Habitat, il y a un quota de 5 maisons sur les 50 qui peuvent être vendues. Donc, ce qui garantit 90% de locatif minimum. Ensuite, on ne peut pas, je crois que ça avait été dans la demande par rapport aux députés, on ne peut pas mettre la question de mort, et lui dire on va avoir vendu, ça ne se passe pas comme ça. Il y a le locataire peut acheter, le locataire qui s'en va, effectivement, il y a un locataire qui a libéré, c'est dans des circonstances qui font que la location, l'habitat a été libéré, et là, la société Tisserand a décidé de le vendre. Sauf que le vendre, c'est pas vendu à n'importe qui, par un promoteur, par quelqu'un qui veut. Voilà. C'est réservé aux locataires de logements sociaux, qu'ils soient de la commune, qu'ils soient d'autres communes. Et après seulement on passe sur les privés. Ça c'est une chose. Après, comme je vous l'ai dit, il y a 5 logements sur la Tisserand Habitat, donc sur la rue du Premier mai. Alors après les logements, oui, Madame la maire a plus de détails, parce qu'en fait, là, le pourcentage n'est pas du tout le même, et là, malheureusement, on n'en peut rien. Autant les 5 logements, c'est nous qui avons signé cet accord, et là, après, je reprendrai pour le reste après. Bien, donc par rapport justement au logement de Villogia, alors, il en serait de même pour les logements de Villogia, notamment le square des Nations Unies.
alors que le quota du logement social est loin d'être atteint dans notre commune. Donc on va revenir à ça aussi. Alors les logements bilogiens. Au mois de mars, je crois, Madame Mazurel, on a un logement qui s'est libéré, Square des Nations Unies. Donc forcément tout de suite, hop, Madame Mazurel au taquet pour mettre quelqu'un chez nous. Et puis là, on apprend que c'est en vente. Madame Mazurel me dit c'est en vente. Je dis non, c'est pas possible, ce sont des logements locatifs, c'est pas en vente. Si, c'est en vente. Bon, je vais appeler Bilogia, la directrice, pour savoir ce qu'il en est. Et là, j'apprends effectivement que 11 logements, donc le secteur, ces logements sont mis en vente. Ça a été décidé au précédent mandat. Bon, moi je l'ai découvert, on m'a envoyé les documents, parce que j'ai dit écoutez, je ne suis pas au courant. Donc c'est le maire précédent, M. Crespel, qui a pris cette décision de vendre les 11 logements. Voilà. Donc, je note. alors, je vais le continuer, mais le fait, c'est que ça existe. Que ce secteur-là? Que ce secteur-là. Bon, les 11 logements, donc, c'est rue du 14 juillet, Square des Nations, et rue des Roses. Je ne peux pas donner réponse, mais je prends la question. Voilà. Bon, donc, ils m'ont envoyé les documents en me disant si, regardez, ça a été acté. Bon, ben, très bien, c'est tout. Hein. J'en prends note. Hein. Donc, validé par la préfecture, hein, derrière. Maintenant, il faut savoir, et c'est là où c'est très important, c'est que ces logements aujourd'hui, ils sont vendus si la personne, le locataire qui est dedans, part, systématiquement, le logement est vendu. Systématiquement. Si les locataires qui sont là actuellement, j'en ai déjà reçu entre deux, on va leur proposer de le racheter, le logement. Ils sont prioritaires pour le racheter. Ils l'achètent très bien. Ils ne souhaitent pas l'acheter. On n'aimait pas dehors. Il n'y a jamais été question de cela. Alors quand je vois dans le courrier que j'ai eu, donc, de réclamation de citoyens, et que cette personne, des personnes très inquiètes pour savoir si on va la mettre dehors, qu'elle n'a pas les moyens d'acheter une maison, il n'est pas question de ça. Je ne sais pas ici pourquoi ça tourne en rond, des choses comme ça, il n'est pas question. Et j'ai reçu des personnes de cette rue qui n'est pas forcément. Bilogia est passé dans les maisons, ils ont fait des métrages, bon voilà. Donc les locataires, pourquoi ils viennent chez moi faire des métrages? Oui, mais ceux qui viennent faire les métrages, ce sont des prestataires. Eux, on leur dit de faire des métrages, ils font les métrages. Ils viennent voir, bon voilà. Donc c'est un groupe venu me voir, m'avait écrit, puis je les ai reçus en disant non, on ne vous mettra pas dehors. Donc voilà, ça c'est acté. Donc les choses soient bien claires. Maintenant, quand vous dites, je vais te repasser, oui, vas-y. Donc, en fait, là, tout ça, c'est pour arriver au quota de logement social. Alors, vous affirmez, loin d'être atteint. Vous avez un chiffre que vous communiquez? Un quota, c'est un chiffre, c'est un pourcentage, je ne sais pas. Vous avez un chiffre pour affirmer qu'on est loin d'être atteint? Ça vaut quand on regarde les documents, il y a Quel document? Quel document? Visiblement, mais c'est quel document? Vous savez combien il y a de maisons au plan Quan? Vous savez combien il y a de logements sociaux? Vous avez fait le rapport? Non, mais vous affirmez qu'on est loin d'être atteint, alors que c'est pas le cas du tout, monsieur. Madame. On a les documents, j'ai les documents officiels. On est à 21,8%. Si, pourquoi? C'est quoi le seuil alors? D'après vous, c'est quoi le seuil? Bon, voilà, c'est 20%. C'est 20% chez nous. Bon, voilà. Donc après, voilà. Comme ça, je vous informe. Donc il faut bien se renseigner. Donc notre quota de logement aujourd'hui est atteint. Et le but, je reviens. Et voilà. Et justement, dans le plus 3, quand on parle sur la réserve, notamment pour les personnes âgées, ça fait partie aussi d'un cheminement pour le logement social. Parce que ça veut dire quoi, une personne âgée qui sont dans un T4, un T5 social, qui à prendre en compte leurs charges et tout ça. C'est plus intéressant pour eux d'avoir un petit logement et derrière de mettre une famille dans un logement social conforme au profil de la famille. Voilà. Donc alors, justement, voilà, j'en viens par la dernière
enfin la dernière phrase, qu'entendez-vous faire pour défendre les intérêts de nos concitoyens concernés? Alors déjà, je comprends pas trop. Et pourquoi on fait rien? Parce qu'on fait donc plus droit justement sur une réserve, par exemple. Et on sait très bien qu'on est quand même un peu limité dans la commune pour pouvoir avoir des projets immobiliers sociaux, enfin à vocation sociale, sur des parcelles qui ont une certaine capacité en mètre carré. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous convient. Donc, ça ne vous convient pas. Ce qu'on vous répond, c'est exactement ce que vous demandez, et je ne peux pas répondre autrement. Je ne sais pas ce que vous attendez comme réponse. Voilà, on vous donne les faits. Ils sont là. Bien, question 5. Question 5. Nous avons appris récemment qu'un marché de Noël se tiendra en partenariat avec la médiathèque. Nous apprécions cette heureuse initiative, mais nous regrettons son absence de présentation au conseil municipal. Pourriez-vous nous en dire davantage? Donc la réunion, la mise en place de ce marché s'est tenue le 20 septembre. Nous sommes le 3 octobre. J'avais prévu de vous faire une présentation, mais du coup, voilà, je vous réponds. Alors concernant celui-ci, alors je vais vous donner un petit aperçu du programme. Donc, ce marché se déroulera du 9 au 11 décembre, donc du vendredi au dimanche. Donc il commencera avec une vente de soupe, de chocolat par l'école Victor Hugo. Ensuite arrivera le Père Noël en calèche. Se tiendra un concert de Noël à l'église, donc assuré par divers groupes musicaux de la commune. Le samedi 10 et dimanche, une vingtaine d'artisans seront dans la salle, donc on trouvera de tout, des bijoux faits main, de la vente de produits cosmétiques au lait d'ânesse, du champagne, du foie gras, un tas de produits festifs. Se dérouleront aussi différentes animations sur la journée, donc un concert mis en place par les chapeautés, des photos avec le Père Noël, la lecture d'un conte, et le dimanche, animation également par le groupe chapeauté. Un manège en attente. Si, le Père. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, après, au niveau du groupe de travail, donc il est constitué des associations de parents d'élèves, donc la PEH, la PEA, différents élus de la commune qui étaient axés, plus fêtes et cérémonies, la troupe chapeautée, des bénévoles, le service environnement. Voilà, c'est assez varié. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc après, juste j'en profite du coup pour faire un appel aux dons. Comment? Madame Lambert me disait qu'elle était pour vous. C'est sur le site internet. Non, mais pour les élus de la commission. Ah non, ça n'est pas une commission, c'est hors commission. C'est parce que je te dis, tu me dis qu'il y a des élus de la commission fête cérémonie. Non, qui était plus axé, donc je pense à M. Lefebvre, à M. Deblois pour l'aspect financier, Delphine pour la communication, moi-même pour la vie associative. Et ce projet, c'est surtout au départ Madame Florence qui a été à l'initiative de ça. C'est elle qui a lancé le projet depuis 1 an, donc c'est elle qui le porte quand même. Et qui a mis en place, voilà. Maintenant, c'est pas encore figé. Si vous voulez venir, vous pouvez. Madame Lambert, vous êtes la bienvenue. Aussi, dans les aides, à voir avec Florence, puisque c'est surtout elle qui gère. Voilà. Donc après, là, je lance un appel aux dons pour tout ce qui est décoration de Noël et n'hésitez pas si vous en avez à en faire don à la médiathèque. 15 novembre. Donc le 15 novembre, la prochaine réunion.
Bien. Alors, j'avais des questions de M. Dutoit, mais vu son absence, je ne les lirai pas et je n'y répondrai pas. J'y répondrai que en sa présence, puisque c'est surtout ces questions. Voilà, simplement pour information. Et je vais repasser le micro à Nathalie. Donc le conseil municipal est quand même terminé. Alors moi, je souhaitais vous faire une annonce de vive voix. Alors c'est avec, du coup j'ai préparé mon petit mot. C'est avec beaucoup de regret que je vous annonce ma volonté de démissionner du poste d'adjoint de vie associative et centre de loisirs. Les difficultés financières de la commune étant telles que je ne peux continuer. Dans ma vie professionnelle, j'ai en charge l'accompagnement des associations. Je les aide en montage de projet, dans la recherche de financement. Et là, dans la délégation qui m'a été confiée, je ne peux malheureusement pas les accompagner comme j'aurais aimé le faire. Un président d'association me disait, pas plus tard que la semaine dernière, « Peu importe ce que l'on vous demande, avec vous, c'est toujours non. » À cela, je lui ai répondu que ce n'était pas une question de volonté, mais de moyens financiers. Que nous regardions chaque dépense à l'euro près et que pour moi, cela allait à l'encontre de mes valeurs, de ne pouvoir les aider. Les associations sont toujours surprises lorsque je leur explique la situation financière de la commune et des efforts qu'il nous faut fournir pour y faire face. De la colère, j'en ai, et c'est ce qui m'a amené à démissionner. Mais cette colère n'est pas envers la municipalité actuelle qui fait ce... Excusez-moi. Je suis sous le coup de l'émotion, je suis désolée. Mais cette colère n'est pas envers la municipalité actuelle qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qui sont les siens, mais de la colère envers les mauvais choix du passé qui encore aujourd'hui mettent à mal la situation financière de la commune. Il ne suffit pas de prendre sa plume pour écrire de beaux discours, mais bien au contraire d'être force de proposition. Maintenant, j'espère sincèrement que l'indemnité que la commune n'aura plus à me verser ira pour améliorer les conditions de pratique qui se dégradent de semaine en semaine de nos associations sportives, associations qui pourraient être amenées à disparaître. Je souhaiterais néanmoins rester conseillère municipale. J'ai la volonté de continuer à œuvrer pour l'intérêt de la commune. Bien, écoutez, la séance est levée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.